Bonjour pour cette nouvelle interview. Bonsoir pour ceux qui verront l'interview le soir, puisque je le poste le lundi soir à 21h. Je suis enchantée aujourd'hui de recevoir Emeline dans ce projet d'interview 108 femmes, 108 femmes qui viennent témoigner de leur parcours, de leur expérience de vie, où en fait elles répondent à leur appel du cœur, à leur rêve. Voilà. Pourquoi je dis rêve? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux que dire un objectif. Donc voilà. Donc merci Émiline d'être là aujourd'hui. Et puis je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis pour ceux qui te connaissent, peut-être que tu vas te présenter sous un angle, peut-être, qui va les surprendre, on ne sait jamais. Donc voilà, bienvenue à toi. Eh bien, bonjour Bénédicte, bonjour à tout le monde. Je suis déjà très honorée d'être là et merci pour ton invitation. Alors, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Emeline Bouillot. J'ai envie de parler de ce que je fais depuis plus de 15 ans maintenant. Je suis psychopraticienne en santé émotionnelle et j'accompagne des personnes qui veulent vivre en santé émotionnelle et même en santé physique, puisqu'il y a un lien entre nos émotions perturbatrices non régulées et nos problèmes de santé. Donc voilà, j'ai écrit 4 livres et je suis une passionnée de la résilience et de beaucoup de choses. Voilà. Et au niveau des rêves, j'en ai eu de multiples que j'ai réalisés. Merci pour cette présentation. Euh, et là, une des premières questions que je pose, euh, est-ce que le rêve a toujours fait partie de ta vie dès le départ? Ou est-ce que c'est arrivé après? J'ai pu remarquer au fil des interviews qu'il y avait trois teams un petit peu, peut-être plus après, j'en sais rien, pour l'instant c'est trois. Il y a les femmes qui ont toujours répondu à leurs rêves et ça tombe sous le sens. Il y a des femmes qui sont parties un peu dans la mode métro, boulot, dodo et qui ont suivi un peu les directives, mais à un moment donné, il y a un événement de la vie qui fait que ça change et puis on se dit non, là il y a un truc, il faut que je réponde à mon appel. Et puis, il y en a d'autres qui ont répondu à leurs rêves, mais qui s'en rendent pas compte. Moi, je fais plutôt partie de la troisième team. C'est que je pensais pas répondre à mes rêves. Et puis, quand je me suis posé un moment, je me dis, ah oui, j'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai quand même suivi la directive. Donc, on va dire qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de conscience dans ce que je faisais. Et c'est venu au fur et à mesure du temps. De ton côté, qu'est-ce qu'il en est? Alors moi, en fait, j'ai l'impression que j'ai eu 2 vies. Heu, la Mhm. vie de l'enfance, l'adolescence, disons une vie assez sombre, assez difficile, avec une famille dysfonctionnelle, de la violence, la maltraitance. Et en fait, j'ai été vraiment empêchée de penser, quoi que ce soit. Il y avait juste, l'objectif, c'était de survivre, de m'en sortir, quoi. Et évidemment, avec tout ça, j'ai développé, une maladie grave, pour laquelle je suis guérie aujourd'hui, une maladie incurable pourtant. Et en fait, on va dire que ce sont ces épreuves de vie qui m'ont conduite à me poser des questions. Mais au départ, j'étais vraiment dans l'urgence. Même quand je suis tombée malade, j'étais en chaise roulante, et je devais y rester à l'âge de 40 ans. Donc, il y avait l'urgence de s'en sortir et c'était Mhm. bien loin de rêver sa vie ou d'avoir des rêves. Et c'est Oui. quand enfin j'ai envie de dire, c'est peut-être quand je me suis aperçue que j'étais guérie, d'ailleurs de 2 maladies incurables, que j'étais, enfin alignée entre qui j'étais, mes pensées, mes actes, mes valeurs. Et bien là, c'est une conscience que il y avait la conscience que oui, j'ai eu des rêves, mais en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je les ai réalisés pour certains, mais Oui. c'était vraiment pas conscient du tout. Mais je Oui. pense que ce qui m'a sauvée justement et la guérison a été importante, enfin la ce fil a été important. C'est vraiment que j'avais une partie de moi d'abord, je crois que je suis une résiliente de la première heure et il y avait une partie de Oui. moi qui a toujours été connectée à la partie, qui veut vivre, qui veut se réaliser, qui veut, qui veut être au je dirais la meilleure version de moi-même.
parce qu'on dit ça Oui, maintenant. Voilà, donc c'était un petit peu intuitif. Ça m'a permis vraiment de m'accompagner au mieux. Ça a été quand même un parcours extrêmement difficile, mais je n'ai pas pu avoir accès à mes rêves enfant. J'avais trop d'urgence, et même oui, adolescente, et même au début de ma vie de femme, j'avais trop d'urgence de me mettre dans la paix intérieure et dans la santé physique. Voilà. oui, oui, oui. D'accord. Donc, effectivement, là, quand j'entends, c'est vrai que quand on se retrouve dans une situation, je dirais, de survie où il est question de prendre soin de soi, la question des rêves ne se pose pas. En tout cas, on ne l'aborde même pas, on n'a même pas cette idée-là. Effectivement, hein, ça peut se comprendre. Et c'est ce qui t'a guidé, en tout cas, quand on a préparé un peu l'interview au départ, j'ai senti chez toi que c'était ce besoin, en tout cas, de se faire du bien, d'aller là où ça te fait du bien. En tout cas, il y avait cet appel-là et qu'à chaque fois que tu m'as parlé des expériences que tu avais vécues, c'est ce qui te guidait, en fait. Ce qui te guidait, mais c'est où est-ce que je vais être bien? Parce qu'en fait, ben, ce besoin de survie au départ, comme tu le dis si bien, hein, c'est pas en toi qui a envie de vivre, t'as poussé en tout cas à expérimenter des choses où en fait, ben, comme tu l'as dit, alors je reprends un peu mes notes, hein, comment t'aimer à chaque instant. C'était un peu ça. C'est comment m'aimer. Et la question, c'est quoi s'aimer à chaque instant pour toi? Alors merci pour cette question qui pour moi est vitale parce qu'en fait, bon, j'ai beaucoup appris, par rapport au fait d'être gravement malade. Je trouve que la maladie est une merveilleuse enseignante. Elle nous apprend beaucoup, et pour moi, la maladie m'a appris en premier. C'est ce que je dis souvent quand j'accompagne des personnes, quand je rencontre des personnes qui sont malades, je leur dis: «Mais comment vous pourriez vous aimer sans avoir besoin de cette maladie?» Parce qu'en fait, la maladie, elle vient nous chercher là où on est en difficulté, là où j'ai le premier chapitre de mon livre, du premier livre, c'est Et si la maladie cherchait à nous guérir? En fait, la maladie, elle veut nous guérir de nos blessures émotionnelles non régulées, et elle vient nous dire, mais comment tu peux t'aimer autrement, quoi? Comment, voilà, tu Mm. peux vraiment t'aimer. T'aimer, c'est, moi, j'aime bien la phrase je m'aime, je m'accepte, je me respecte profondément telle que je suis. Pour moi, tous les jours maintenant, c'est ça. C'est un chemin, hein, c'est un chemin. Oui, Mais moi, vraiment, la maladie m'a enseigné ça. Et c'est vraiment oui, ces enseignements qu'aujourd'hui je partage avec joie. Parce qu'évidemment, si on peut prévenir la maladie, c'est mieux. Et surtout, si on peut s'accompagner vers la guérison en utilisant ces processus d'auto-guérison qui sont quand même réels, il y a une façon de faire ça. Voilà, oui. donc voilà ce que j'ai envie de dire sur cette thématique. D'accord. Et alors, parce que finalement, on nous dit souvent s'aimer, mais c'est vaste en fait de s'aimer. Et quels sont, par exemple, des exemples que toi, tu peux nous donner dans ta vie de manière concrète? Quels sont peut-être ces actes ou ces paroles ou ces expériences que tu as vécues où tu as appris à t'aimer véritablement? Alors quelque chose qui pour moi est assez central, c'est oser dire oui, oser dire non. Et quand je dis un oui, c'est un vrai oui. Et quand je dis non, c'est un vrai non. Voilà, je ne dis pas oui pour faire plaisir, je ne dis pas oui pour me conformer, je ne dis pas oui pour être celle qu'on attend que je sois. Et si j'ai besoin de dire non, j'ose, on va dire, j'ose le conflit, parce que je peux dire non, évidemment, l'autre ne va pas être content. Moi, Oui, j'ai été longtemps formatrice à la gestion des conflits par l'approche non violente. J'ai été formatrice dans un institut assez connu. J'ai fait de la recherche pour eux. Donc, pour moi, c'est assez central. D'ailleurs, les petits Canadiens, on leur apprend très jeune à dire si ça fait oui, si ça fait non. Voilà, nous, on oui, est vraiment, souvent, c'est le corps qui va nous dire bah non, ça fait non. Mais je vais dire oui parce que, oh non, je peux quand même pas lui dire non, il a tellement été gentil ou elle a tellement été gentille. Mais on veut dire non. Et si on dit non et qu'on dit oui, ben, ça pose oui. problème.
Ouais, je comprends. Et effectivement, donc, je dirais que là, c'est un exemple très concret parce que c'est intéressant d'avoir des exemples très concrets parce que des fois, c'est assez nébuleux, je dirais. Là, Mmh. une des premières choses, c'est de dire, à qui je dis oui? Mmh. Je dis oui à moi. Et je trouve que c'est un message qui est super important à transmettre. Mmh. D'abord, se dire oui et se poser la véritable question. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? Il y a une histoire de consentement derrière, en fait, aussi. Oui, oh là là, le consentement à la vie, j'en parle de ça, je dis: «Est-ce que vous consentez à la vie?» Il y a des personnes qui sont malades et puis qui se posent pas cette question. Si je consens à la vie, qu'est-ce que je fais pour moi? Par quoi je commence? Alors, oui, le fait de savoir dire oui, savoir dire non. Il y a aussi, le rapport à nos propres croyances limitantes. Est-ce que je vais Oui, mouliner dans toutes ces croyances limitantes, récupérées du clan familial? Ou c'est aussi que je me suis construite par loyauté familiale? Parce que l'être humain, il aime bien, être reconnu dans son clan, l'appartenance au clan. Les adolescents ont beaucoup de mal à être eux-mêmes parce qu'il faut avant tout appartenir au groupe. Donc ça aussi, les croyances limitantes, je trouve que c'est un levier extrêmement important pour s'aimer. Parce que si je mmh, m'aime en étant dans des croyances qui ne sont pas les miennes, est-ce que je ouais, m'aime vraiment? J'aime bien le mmh, concept de conflit de loyauté, la loyauté invisible. On fait beaucoup de choses par loyauté. Alors moi, ouais. j'ai eu un j'ai ouais, je peux raconter une petite histoire? Ah J'ai oui, bien sûr, tout à bien fait. sûr. Alors moi, par exemple, j'ai eu une capsulite rétractile à l'épaule. Alors ça, c'est pas une maladie incurable. J'ai souffert le martyre, donc j'avais l'épaule bloquée et donc j'ai souffert, souffert, souffert. J'ai fait faire une infiltration qui ne m'a pas aidée. Et finalement, j'ai commencé à retravailler avec les pratiques que j'avais d'apaisement de la douleur naturelle. Au début, j'étais à 10/10 en permanence, c'était l'enfer, hein. Je ne pouvais Ouais, pas lever le bras, je ne pouvais rien faire. Et puis, donc j'ai beaucoup travaillé pour faire baisser la douleur. J'ai commencé à m'interroger sur l'événement qui avait précédé le déclenchement de cette somatisation, on pourrait dire, assez quand même, souffrante. Et j'avais commencé à faire des liens. Et en fait, tout était là, tout était là. On va dire, pour dire simple, j'avais pris à ma charge, dans le transgénérationnel, la colère de ma grand-mère par rapport à sa belle-sœur. Je raconte, quand mon petit-fils est né, mon petit-fils, il a le prénom de mon père. Et mon père, quand mon père est né, sa propre mère n'avait pas de tétons, de bout de sein. Donc à l'époque, dans les années, 20 et quelques, 23 d'ailleurs, mon père était un enfant condamné à mourir, avec une mère qui ne pouvait pas lui donner, du lait. Il n'y avait pas de lait maternisé à l'époque. Donc en fait, ma grand-mère, bon, le met au monde et par chance, mais pas pour elle, on va voir dans son émotionnel, par chance, la sœur de mon grand-père, Aline, la tante Aline qu'on a toujours appelée Aline donc, heu, met, au monde un bébé et nourrit donc le bébé de la tante Aline et mon propre père. Mais ma mmh, grand-mère, par je ne sais quelle, je dirais, construction émotionnelle, j'en sais rien, ressenti, elle a toujours, toujours détesté cette femme. Qui pourtant mmh, lui a sauvé la vie de son enfant. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle s'est sentie dépossédée de son rôle de mère? Est-ce qu'elle s'est sentie, rejetée? J'en sais rien. Est-ce qu'elle avait honte de ne pas pouvoir nourrir son enfant? Parfois, la honte se cache dans des endroits, particuliers. Et mmh, en fait, ma grand-mère, je l'ai toujours entendue dire: «Ah, la tante Aline, je ne veux pas la voir, je la déteste» et cetera. Et quand moi, j'ai déclenché donc cette capsule rétractile, j'ai commencé à faire le lien. Et en fait, donc faut savoir que capsulite, dans les maladies en IT, il y a souvent de la colère refoulée. Voilà. d'accord. Regarde la cystite, colère refoulée par rapport au territoire et cetera. Moi, j'ai fouillé un peu les questions de maladies comme ça et donc cette colère refoulée, comme ma grand-mère ne l'avait pas,
je dirais, ne l'avait pas libérée, elle ne l'avait pas apaisée, eh bien, c'est moi, par loyauté invisible, inconsciente, qui l'avais récupérée à ma charge et je l'avais mise magnifiquement en scène avec cette histoire un petit peu à mon insu, puisque le petit-fils qui a le prénom du père, etc., ça, c'était pas de mon fait, mais ça m'a permis, entre guillemets, de jouer de m'approprier sa colère. Donc, qu'est-ce Oui, que j'ai fait? Eh bien, en fait, comme j'ai utilisé la pratique de libération émotionnelle pour laquelle je suis maintenant depuis 15 ans, voilà, c'est mon métier. Donc, j'ai utilisé Reset Zero Stress. J'ai nettoyé les paquets émotionnels que j'avais pris à mon compte, mais qui ne m'appartenaient pas. Et puis, pratiquement, je ne sais pas, très rapidement, ça s'est arrêté, quoi. Et oui. pourtant, j'ai vraiment souffert, j'ai souffert. Et j'ai réussi à m'apaiser beaucoup la douleur, ça c'était super, mais c'était toujours un peu là. Et je me disais, mais c'est pas possible, ça va recommencer. Et puis, et en fait, quand j'ai fait ça, cette libération émotionnelle de ce paquet, cette colère qui ne m'appartenait pas, en travaillant à partir de moi, ben, ça a été magique. Voilà. Mmh. C'était pas une Ouais, maladie, ouais. mais ça fait partie des cadeaux de la vie, voilà. Bah, merci pour cet exemple parce que ça pourrait peut-être parler à quelqu'un qui passe par là, qui a un problème de santé, qui va peut-être se poser la question. Et puis, comment s'aimer à chaque instant? Ben, il y a une question d'exploration finalement. Explorer, aller à l'intérieur de soi, observer ce qui se passe en soi, et puis observer les signes du corps, du fait de la maladie, des symptômes peut-être. En tout cas, c'est très intéressant de montrer cette optique-là bien qu'actuellement, on est de plus en plus enclin à commencer les mots du corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très intéressant. Et en même temps, il y a une question qui me vient, c'est apprendre à s'aimer. On ne nous a pas habitués, hein. Souvent, ça a été ah, mais si tu t'aimes, enfin, il y a un côté un peu d'orgueilleux, il y a quelque chose de cet ordre-là où en fait, ben non, mais je ne veux pas dire que je vais apprendre à m'aimer, je ne veux pas dire que je m'aime quand même. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui a été facile pour toi d'annoncer que je veux m'aimer ou l'affirmer, ou alors il y a un moment donné, on n'ose pas le dire, on trouve que c'est présomptueux, orgueilleux, et puis non, quand même, je vais pas dire ça. Est-ce que ça a été complexe pour toi? Alors en fait, moi, je ne l'annonce pas. Je ne dis pas que je m'aime, etc., mais je le mets en scène sans arrêt. C'est-à-dire que euh, comment on peut rencontrer un conjoint ou une conjointe si on ne s'aime pas? Qu'est-ce qu'on va faire? J'avais développé ça à un moment donné, rencontrer l'âme sœur. Mais si je ne m'aime pas, moi-même, si je ne prends pas en charge mes besoins, tout ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que je vais faire dans la relation? Ça, c'est un vrai piège. Eh bien, je vais demander à l'autre, mon conjoint ou ma conjointe, d'être le bon papa ou la bonne maman que j'ai pas eu, ou de me rassurer quand j'ai besoin. Et moi, je raconte une petite anecdote. Je dis, les émotions, c'est comme un caillou dans la chaussure. Ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que quand on a un caillou dans sa chaussure, quand je fais des conférences, je fais un sketch là-dessus avec quelqu'un qui est présent dans l'assemblée, et puis je dis, voilà, je vais faire comme s'il y avait un monsieur là, tiens, faire l'histoire. Alors, monsieur, vous vous appelez Jérémy? Non? Bon, très bien. Donc, on va dire, vous appelez Jérémy et vous êtes mon mari. Alors, je vais raconter l'histoire de Jérémy et de moi. L'autre matin, on part se promener sur un petit chemin parce que Jérémy me dit, mais regarde, Emeline, tu sais, ils ont construit un nouveau petit chemin derrière la maison, on va aller se promener. On va se promener sur le petit chemin. Je mets mes petites bottes rouges que j'adore, mes petites bottines qui ne sont pas complètement fermées en haut. Et puis, à peine arrivé sur le chemin, j'ai un petit caillou qui rentre dans ma chaussure. Alors là, ça commence à me faire un peu mal et je dis à Jérémy, enfin Jérémy, enlève-moi le caillou dans ma chaussure. Le titre, c'est Et si nos émotions étaient comme un caillou dans la chaussure? Jérémy, qui a fait beaucoup de développement personnel, dit, mais non, c'est à toi d'enlever ton caillou. Et moi,
J'insiste, je dis, mais enfin, Jérémie, c'est à cause de toi. On pense toujours que c'est à cause de l'autre qu'on est mal. Hein. C'est à cause de toi qu'on est venu sur ce chemin, il y avait des petits cailloux, il ne fallait pas m'emmener là. Enlève-moi le caillou dans ma chaussure. Jérémie, qui a beaucoup travaillé sur lui, dit, écoute, Emeline, je te propose d'aller t'asseoir sur le petit banc là-bas, je t'attends, enlève le caillou dans la chaussure. Voilà, cette histoire montre que la plupart du temps, donc évidemment, c'est à moi de m'enlever mon caillou dans ma chaussure, comme c'est à moi de prendre en compte mes émotions non régulées. L'autre n'est là que pour m'activer, à son insu d'ailleurs. Il va m'activer une phrase, un mot, une image qu'il va me présenter ou un comportement, et moi, ça va m'activer. Mais l'autre n'est jamais responsable de mon état émotionnel. Hein, voilà, enfin voilà, c'est le fond de ce que. Je ne sais pas si elle est claire cette histoire de et si les émotions étaient comme un caillou dans la chaussure. Ah oui, c'est très explicite en tout cas. Après, je dirais que chacun va voir à sa manière. Moi, j'ai pas cette même vision des choses. Moi, c'est plutôt des choses que je traverse. Hein. C'est un peu comme des vagues et je me retrouve un peu comme un surfeur sur la vague ou des fois je passe en dessous. Enfin, j'explore. Moi, j'aime beaucoup explorer les émotions et elles sont de magnifiques renseignements comme tous les gens autour de nous en fait sont là pour venir enclencher chez nous des traversées émotionnelles. C'est comme ça que je le vis. Là, j'aimerais qu'on arrive justement ces émotions en lien avec la résilience. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de liens où en fait, le fait de d'oser la résilience, eh bien, automatiquement, ça nous permet d'aller explorer les émotions. Est-ce que c'est parlant, cette façon que j'ai de proposer les choses pour toi? Alors, la résilience, en fait, je vais donner 2 définitions de la résilience pour voir de quoi on parle. Moi, j'ai eu un parrain de mon association Association Résilience, qui est Boris Cyrulnik. Mon association continue d'exister. Et Boris Cyrulnik, il dit une phrase que j'adore, que je te proposerai d'ailleurs, c'est sécuriser le blessé de l'âme et la construction reprendra. C'est-à-dire que pour lui, c'est vraiment l'idée, on sécurise la personne qui a vécu des traumatismes et elle-même va pouvoir enclencher ce processus de résilience. Et je vais le redéfinir après avec la phrase de Jacques Lecomte qui lui dit, et je trouve que c'est très complémentaire, la résilience, c'est la capacité à transformer le métal de la souffrance en or du lien interpersonnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est expert dans le champ de sa blessure. Si on a, par exemple, vécu avec un pervers narcissique, qui mieux que nous-mêmes va pouvoir reconnaître un pervers narcissique s'il se présente dans notre vie? Donc, on est expert, on est peut-être même parfois plus expert que certains psychiatres qui n'ont pas vécu avec un pervers narcissique, pour prendre cet exemple. Donc, je suis expert dans le champ de ma blessure et je vais pouvoir faire profiter ceux qui en ont besoin de mon expérience, enfin de mon expérience, de mes enseignements. Voilà. Et moi, je pense qu'on est des alchimistes du bonheur et qu'on a cette capacité à transformer. Alors, Bénédicte, tu disais, les émotions, on peut se promener dedans. Moi, je me promène dans les émotions, mais si elles sont trop délétères et trop souffrantes, ben, je préfère retrouver un apaisement émotionnel intérieur qui va me mettre dans sécuriser le blessé de l'âme et la construction reprendra. Moi, comme Boris Cyrulnik, je pense qu'on n'a pas à nous identifier à nos traumas, à nos histoires de vie, même à nos passages à l'acte, mais on est capable, et là, il y a beaucoup de choses à créer là-dessus, on est capable de repartir dans un processus humain de réalisation de soi, à condition d'être vraiment sécurisé au niveau de l'âme, Oui. sécurisé et aussi d'être conscient de ce qui nous arrive, de mettre de la conscience, passer de l'inconscient à la conscience. Voilà. Hmm.
C'est tout un chemin en tout cas. C'est tout un chemin et ça demande ouais, de la conscience tout à fait et beaucoup d'écoute aussi. Quand j'entends sécuriser, ben pour être sécurisé, il faut déjà avoir de l'écoute. Mmh. L'écoute, ben, quand je vois un petit enfant, on a besoin pour qu'il soit sécurisé, on a besoin de l'écouter, en tout cas. Et puis, ben, automatiquement, s'écouter soi pour se sécuriser déjà soi-même. On peut être le meilleur parent pour nous-mêmes. Et en même temps, ben, c'est comme ça qu'on peut ensuite accompagner les enfants. Et je sais que justement, tu accompagnes aussi les enfants ou tu as fait des livres pour permettre aux enfants d'être plus en sécurité, de se sentir en sécurité. Est-ce que tu veux nous en parler aussi? Ah ben oui, avec plaisir. Et ce matin, j'ai eu la chance, une orthophoniste m'a commandé tous mes livres. Et en fait, on parle de rêver sa vie ou vivre ses rêves. Alors moi, j'avais un rêve d'enfant, mais je l'avais complètement oublié, parce que j'ai eu beaucoup de rêves, mais j'en avais pas du tout conscience. J'ai toujours rêvé enfant, de faire des livres pour enfants. Et il n'y a pas si longtemps, comme j'avais commencé à publier un premier livre, j'ai fait un gros salon, salon du livre, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et là, il y avait des livres pour enfants. Puis je me dis, mais pourquoi j'écrirais pas des livres pour enfants? Et l'année d'après, j'étais dans ce même salon, d'ailleurs j'y suis retournée il n'y a pas longtemps, et j'ai présenté mes livres pour enfants. Donc ce sont des livres qui expliquent, je vais dire de façon schématique, ça s'adresse aux enfants qui sont en perturbation pour apprendre, c'est-à-dire que, ou même qui font des colères, qui sont irritables, qui ne supportent pas la frustration, ou qui ont peur des évaluations, ou peur de ceci, peur de cela. Ces enfants-là, en fait, ils vont réagir. Donc, je pense beaucoup aux enfants qui ont des troubles du déficit et de l'attention avec ou sans hyperactivité. Eh bien, ces enfants, ils sont pris dans des réactions dites de survie. C'est-à-dire D'accord. qu'ils vont réagir. Alors, l'autre jour, j'ai rencontré un petit garçon. Il est au collège, lui. Enfin, il est juste en sixième. Et quand il est activé émotionnellement, donc sensoriellement, comme son cerveau émotionnel, sa partie émotionnelle ne peut pas gérer parce qu'il y a sûrement quelque chose de plus ancien qu'on peut appeler un programmant, et là, il y a un déclenchant. Donc, le cerveau émotionnel, la partie émotionnelle, cerveau limbique dit oh non, c'est trop, il pourra pas gérer. Donc, il y a un court-circuit qui s'opère entre le cerveau limbique, émotionnel, et le néocortex, la partie qui est là pour réfléchir. Et à ce moment-là, dans l'instant avant de réagir, on peut enseigner à l'enfant que on peut faire reset zéro stress, on peut désactiver à la source dans l'inconscient l'engrammage qui était là et qui l'a mis en difficulté dans le présent. Alors moi, j'ai fait Mmh. ces petits livres pour enseigner ça aux enfants et pour leur dire, quand tu réagis comme ça, c'est pas toi qui réagis, c'est ton cerveau, ton système nerveux autonome, inconscient automatique, mais on va lui expliquer comment faire autrement. On va lui Oui, expliquer, c'est par un comportement, c'est-à-dire qu'il y a la situation, l'enfant est absolument stressé, il a envie de crier, de taper, de s'en aller, de fuir. On va lui proposer à ce moment-là de ne pas réagir, de fermer les yeux et en 2 minutes de suivre le petit protocole et de désactiver. Mais en fait, ce n'est pas lui qui désactive parce que le secret, c'est que c'est la mémoire sensorielle qui va, de façon fulgurante, retourner à l'endroit de l'engrammage, au cœur de la cellule, désengrammer, on va dire, faire un reset au vieux programme qui est obsolète. Et évidemment, ça parle des choses traumatiques qu'on a vécues et qui sont encore actives en attente de traitement dans l'inconscient. Alors, on parle de trauma, mais on parle aussi de conflits répétitifs à minima. C'est Salomon Selam, je crois, qui a théorisé ça. C'est-à-dire qu'on peut vivre plein de petites situations, surtout enfants, et en fait, des situations répétées, par exemple, on va nous dire, mais tais-toi, tu parleras quand tu seras grande, etc. Mais tais-toi, tu as toujours rien à te dire de bien, ton frère est plus intelligent, etc. Toutes ces petites situations vont faire comme un gros trauma.
ça va laisser des traces mnésiques dans l'inconscient et ça va faire ce que j'ai appelé il y a 2 secondes des programmants. Et quand on va rencontrer dans la vie, ben, par exemple, on va aller à un entretien d'embauche, ben, on va sûrement être super mal parce que pouvoir s'exprimer devant un futur employeur, ça va être difficile. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, oui. Ben, en tout cas, c'est vaste, hein. On voit qu'il y a plein de, enfin, en tout cas, il y a entre les livres, entre l'émotionnel, les enfants, enfin, et puis pour avoir échangé avec toi avant cette interview, tu as de larges compétences dans beaucoup de domaines. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est pour ça que je me suis dit, waouh, c'est une femme qui, en tout cas, écoute ses besoins. C'est une femme qui a appris à s'écouter et à s'aimer. Il y a vraiment une histoire d'écoute, en fait. Comme on écoute les enfants, on s'écoute soi-même. L'écoute est très, très importante. Et c'est vrai que je pense que l'écoute est un bon moyen aussi de résilience, écouter ses besoins et apprendre à y répondre. Mais avant d'y répondre, il faut d'abord les écouter. Je trouve que c'est ça l'essentiel. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est super parce que derrière une réaction émotionnelle, il y a toujours, pour moi, il y a presque toujours, on va dire, pour ne pas être péremptoire, un besoin soit non reconnu, soit non exprimé. Là, je suis en train de préparer des documents pour accompagner les gens qui vont utiliser mes livres. Ils commencent à être utilisés dans des classes où les enfants vont apprendre la méthode. Et donc, en fait, j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je disais. En fait, c'était quoi le dernier Moi, mot que j'ai dit? c'était par rapport qu'il y a enfin, par rapport à tes livres, il y a une méthode qui est en train d'être mise en place et on parlait d'écoute, en fait, d'écoute de soi et le fait que l'écoute de soi, c'est peut-être le début de la résilience. Bon, c'est clair, j'ai perdu le fil de ce que je veux dire, mais c'est clair que quand on s'écoute soi, on écoute aussi l'enfant intérieur blessé. Par exemple, Oui, tu disais que j'ai beaucoup de talent, je suis ventriloque. Alors, je pense donc je suis ventriloque et donc j'ai des vidéos en ventriloquie que j'offre justement pour accompagner les livres et tout ça. C'est quoi être ventriloque? C'est faire parler une marionnette, mais qui est une partie de soi. Mais souvent, on a une partie oui, de soi exilée qui n'a pas été reconnue. Donc oui, l'écoute, pour moi, l'écoute de soi, l'écoute de... euh, moi, j'aime bien faire du lien entre la situation, ce qui m'arrive. Oui, cette écoute à plein de niveaux. Et puis, écouter aussi, il faut être prêt à ça, le message caché. Écouter oui, qu'est-ce que notre corps, la maladie vient nous dire, j'ai parlé des maladies en HIT, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Par exemple, oui, j'ai rencontré une dame, elle me dit: alors là, je lui en veux à mort, mon père est mort, je lui en veux à mort». Alors, je me suis dit: «Oh là là, elle a dû vivre quelque chose de terrible avec lui, enfant». J'avais pensé à de l'inceste ou quelque chose comme ça. Alors j'ai dit: «Oui, parfois ça arrive, enfant, on peut vivre». Elle me dit: «Oui, ça je lui en veux à mort parce qu'il est mort et je me suis occupée de lui pendant 3 ans et ça, ça me reste sur l'estomac». Et en fait, c'est parce que je pense qu'elle s'était beaucoup occupée de lui et qu'elle n'aurait pas voulu qu'il meure si vite. Et je lui dis: «Mais ça va comment votre estomac?» Elle me dit: «Oh ben j'ai un ulcère, mais ça, c'est pas grave». Voilà. Donc moi, j'écoute à plein de niveaux. Quand les gens me parlent, alors bon, cette femme, elle n'était pas du tout prête à faire des liens, mais quand on s'écoute vraiment sur tous les plans, ce qui nous arrive, les émotions, le contexte, ce qu'on dit soi-même, par exemple, si on s'écoute parler, on dit j'en ai plein le dos et on va chez le kiné, c'est bien, mais de quoi j'ai plein le dos? On va dire ça me gave et on grossit, on grossit, on grossit. oui, Ou on dit ça me reste sur l'estomac. Et là, on va développer des pathologies, et cetera, où on va dire, heu, c'était, après, s'écouter, mais on est vraiment le meilleur placé pour donner les pistes pour évoluer et être,
en harmonie et en amour avec soi. Tout à fait. En tout cas, quand je t'écoute, c'est vrai que le pouvoir des mots, je trouve ça très, très important. La façon dont on parle, euh, on est beaucoup, je pense, à ne pas assez bien parler. Moi, j'essaye d'être le plus attentif possible. Des fois, je suis un peu dans l'excès à être employer le bon mot de telle et telle manière et faire attention à ce qu'on dit parce que comme les paroles sont, le verbe est créateur, donc c'est très important de retenir ça. Je trouve ça euh, super en fait que tu puisses évoquer ce sujet. Et en même temps, je reviens sur cette idée de rêve. Quand on a un rêve et qu'on le dit dans la vie, eh ben, il finit par se réaliser. Pas toujours au moment où on s'y attendait. Et je rebondis sur ben, le rêve que tu avais de faire des livres d'enfants. C'était un rêve qui a été semé, une graine qui a été semée. Et puis au bout du compte, la vie te ramène dans des expériences où, en fait, on a la possibilité de répondre à ce rêve. Et j'ai envie d'éveiller cette chose un peu, de se dire, soyons attentifs aux signes de la vie qui répond, en fait, à nos rêves, à ce qu'on a émis et ce qu'on souhaite faire. Ça demande du temps, ça demande de, de ralentir, d'observer ce qui se passe et d'être à l'écoute ben, de ce qu'on appelle des synchronicités. Tout à Est-ce fait. que toi, tu peux témoigner par rapport à ça? Ben, déjà par rapport au livre pour enfants, Oui. tu l'as témoigné. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans ta vie où justement il y a eu ce genre de synchronicité parce que tu as été attentive justement à ces signes qui répondaient à des demandes? Alors c'est vrai que j'adore la notion de synchronicité. Effectivement, quand j'ai vu tous ces livres, et j'avais déjà écrit le mien, le premier, je me suis dit, mais j'aimerais faire un livre. Et tout de suite, c'était une synchronicité, ça venait me chercher ma part intérieure. Ça m'est arrivé aussi, en fait, j'avais toujours rêvé enfin, c'était un rêve. Je voulais être juge pour enfants. D'accord? Et puis j'ai fait des études de droit, puis finalement je suis allée vers une autre voie. Je me suis occupée beaucoup des enfants «fracassés» entre guillemets. Mais en fait, il y a eu une synchronicité. Un jour, on m'a demandé si je voulais être juge assesseur au tribunal pour enfants. J'ai dit, sur le moment, j'étais un peu perdue. Je savais même pas ce que c'était, mais en fait, il faut savoir que le juge assesseur au tribunal pour enfants, il y a le juge professionnel et il y a 2 juges assesseurs. On est triés sur le volet, on prête serment, enfin on est vraiment on est étudié, on va dire, mais Ouais. le juge professionnel n'a pas de voix prépondérante. Donc quelque part, j'ai fait ça pendant 12 ans. Pendant 12 ans, j'ai été juge assesseur au tribunal pour enfants et il y a longtemps. Et en fait, j'avais une voix qui avait la même valeur que celle du juge professionnel en ce qui concernait les audiences auxquelles je participais, évidemment pas pour tout le reste. Mais et ça, c'est vrai que là, je me suis dit, mais oui. Alors, en fait, c'était un peu inconscient parce que je ne savais pas que ma parole avait autant de poids que la parole du juge professionnel. Et franchement, je me remercie parce que j'ai pu avoir un rôle, voilà, que je rêvais pour certaines situations. Voilà, je n'ai pas le droit d'en parler parce que c'est secret, les audiences au Oui. tribunal pour enfants, mais je pense que j'ai fait un bon job. Et en plus, j'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec différents juges pour enfants qui étaient très ouverts pour la plupart, et ils me disaient: «Ah, vous nous emmenez dans des réflexions qu'on n'a jamais entendues». Voilà, notamment la théorie du patient désigné, et cetera. Enfin, l'approche systémique. Moi, je suis très pour l'approche systémique, donc voilà. Donc là, je pense que j'ai été vraiment, touchée par cette synchronicité. On vient me chercher, j'avais envie, je le fais pas. Évidemment, ça se fait pas forcément pareil, mais c'était génial. J'ai fait ça 12 ans, hein. Hmm. En Finalement, enfin, je trouve qu'on revient un petit peu sur l'écoute. C'est la vie qui écoute
nos demandes. Et puis après, c'est comment nous, on écoute la vie qui vient nous présenter des possibilités. Et c'est ça. puis, on en revient à se dire oui, au bout du compte, quand une synchronicité arrive, et est-ce que ça répond à une demande que j'ai faite, peut-être, il y a Mmh. quelques années, il y a quelques moments, enfin, et que ça revient à ce moment-là. Et puis, j'ai envie de dire aussi, si on est capable de demander le meilleur, être attentif justement avec nos mots à ne pas demander le pire. Et pas de négation, pas de négation, Oui, voilà. pas de C'est négation, oui. vraiment demander. Ouais, Ah oui, demander, positivement, voilà, oui, s'écouter, s'apaiser un peu, parce que quand on est moi quand même, je défends l'idée que quand on est trop impacté émotionnellement, quand on est trop à l'intérieur, avec des paquets qui sont là à tourner en boucle, on va dire, c'est difficile de s'écouter vraiment. En fait, c'est oui, plus je m'apaise, plus je peux m'écouter, plus je m'écoute, plus je m'apaise et après c'est un oui, cercle vertueux. Voilà. oui, C'est pour ça que je disais en commençant que moi, j'ai vraiment commencé à m'aimer quand j'ai pu être guérie, m'aimer, rêver, non rêver, surtout rêver ma vie, mais en fait je l'avais fait avant, mais j'étais pas accessible parce que quand il y a une urgence on est bloqué dans le cerveau de survie, l'urgence c'est de s'en sortir, hein, vraiment. oui. Et c'est là où c'est bien d'avoir des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous tendre la main et qui vont vous soutenir, ou même des témoignages de gens, dire: «Ah mais oui, mais si elle l'a fait, je vais peut-être pouvoir le faire. J'ai aussi des ressources, quoi». Ouais. C'est un peu le but aussi de ces interviews, justement, de venir témoigner pour que les synchronicités font que quelqu'un va passer par là et il va entendre ce témoignage, ton témoignage, et dire ah mais oui, mais c'est possible en fait. J'ai envie de rebondir sur le fait que oui, même si on est dans un mode survie peut-être au départ, la question, c'est est-ce que la vie vient nous aider? Est-ce que la vie vient nous apporter des éléments, des rencontres? Comment tu le vois? Ou alors, au contraire, l'impression de ah non, je subis toujours, je subis toujours. Ou alors, oui, peut-être, mais il y a peut-être aussi des signes et peut-être s'ouvrir aux signes. Est-ce que pour toi, ça fait sens? Complètement. Moi, pour moi, la vie est parfaite, elle nous apporte tout. Alors quand je dis ça, parfois je dis, je fais pas mal de conférences, je dis: «Écoutez, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu 2 maladies incurables dont je suis guérie aujourd'hui». Alors évidemment, je rigole, je dis: «Évidemment, je dis ça aujourd'hui». Mais en fait, la vie nous apporte tout et même j'ai vu que, heu, tout a du sens. Tout, tout, tout. Même le nom des maladies. Heu, Si on y regarde de plus près, tout est là pour qu'on puisse grandir avec. Voilà. Oui, Moi, ce que j'ai fait pendant longtemps au début dans la maladie, quand j'étais plusieurs fois en chaise roulante et que vraiment ça me stressait beaucoup et puis j'étais pas, il y a très longtemps, j'étais pas aussi à l'aise que maintenant pour, comprendre toutes les choses émotionnelles. Hem, j'ai beaucoup lutté contre au lieu de lutter avec. Donc pour moi, ma guérison, elle a commencé quand j'ai arrêté de lutter contre, mais de lutter avec. La maladie est là, OK. Qu'est-ce qu'elle vient me dire de moi? Tout est parfait. Je rencontre un voisin, tiens, j'ai un voisin là, il m'a il m'a, il m'a fait la misère. J'ai eu un peu de misère pour construire, quelque chose. Eh bien, si je regarde, mais c'est génial! Bon, je suis quand même allée, finalement, j'ai fait un procès parce qu'il voulait, détruire ma construction. Mais tout était là pour que je transforme, pour que je transforme ce qui était souffrant encore en moi et qui était oui, en lien, en fait. En fait, la vie nous apporte tout et alors soit on va être victime, alors là non, là c'est mort, mais soit on se dit: «D'accord, OK, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je comprends de ça? Comment je peux, sur quelles ressources je peux, m'appuyer pour faire le pas suivant?» J'aime bien Viktor Frankl qui dit, qui était dans les camps de concentration et qui a créé la thérapie, bon une thérapie bref, et il dit: «Quoi que les SS m'aient fait, ce qui compte c'est ce que j'en fais moi.
Mais pour Oui, moi, c'est fondamental. Il a créé une méthode, ça s'appelle, je ne sais plus, mais Viktor Frankl. Donc, tout est là, mais qu'est-ce que j'en fais? Je suis avec oui, un conjoint, gna gna gna, qu'est-ce que je fais de ça? Je m'occupe de mes émotions. Et après, je vais grandir avec ça, je vais transformer. Et du coup, je vais être différent ou différente. oui. C'est vraiment, enfin, comme on disait au départ, c'est de l'exploration, c'est de l'écoute de soi, l'écoute de la vie, comment je parle, quelles sont mes demandes. Enfin, quand on écoute, voilà, si quelqu'un arrive plus tard dans la vidéo, écoutez depuis le début, parce qu'il y a vraiment une alchimie qui s'est proposée là dans cette interview. On a fait des ponts et puis finalement, tout se rejoint sur l'écoute. L'écoute de soi, c'est le chemin pour s'aimer. Et le Mmh. chemin de la résilience, c'est un début, en tout cas, c'est déjà un début. Et là, aujourd'hui, ben, on arrive au terme de cette interview. Merci beaucoup. Avec Et plaisir. j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu voudrais dire à une femme qui est là, qui passe sur cette vidéo et qui écoute? Quel conseil, quel, euh, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour que, ben, peut-être, elle se sent peut-être pas très bien dans sa vie en ce moment, ou c'est un peu compliqué, ou elle hésite, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais? Et tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre comme message? Alors, c'est vrai que moi, la première tendance, ce serait de l'écouter, d'écouter et en fait, si on oui, si elle est là, c'est que déjà, elle est en chemin, en recherche et j'ai envie de lui dire qu'elle a en elle, des tas de ressources pour avancer, pour s'aimer plus, pour être vraiment, plus juste avec elle-même et que si c'est difficile, bon, la vie va lui apporter, forcément des personnes, elle va dire: «Oh mais cette personne-là, tiens, j'ai envie de me rapprocher d'elle, peut-être d'elle faire être aidée» et en fait, oui, la vie nous apporte tout sur un plateau. Après, la personne elle-même, peut, on a parlé quand même au départ, est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? À quoi je dis oui? À quoi je dis non? Comment je peux m'aimer? Est-ce que voilà, c'est vraiment être au centre, c'est pas du tout égoïste, être au centre, du processus, de vie et comment chacun de nous peut être alchimiste de notre propre bonheur. Parce qu'on a tous cette capacité à transformer, pour reprendre la définition de la résilience de Jacques Leconte, transformer le métal de la souffrance en or du lien interpersonnel. Voilà, on est tous des êtres magnifiques, capables du meilleur et du pire aussi parfois, mais peut-être il faut passer par le pire pour transformer. Et on a cette capacité, ces ressources. Ben, merci beaucoup. Avec Merci pour le plaisir. message. Merci pour cet entretien d'une grande richesse, pour ton Merci, témoignage. Et merci de ta puis, confiance. ben, si vous voulez rentrer en contact avec Emmeline, eh ben, je vous invite à regarder autour de la vidéo. Vous allez trouver les liens pour aller ben, connecter avec elle si c'est nécessaire, si vous sentez l'appel. Peut-être que c'est une synchronicité, cette Mmh. vidéo, avec vous qui regardez cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à mettre des pouces. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut apporter quelque chose à une personne qui a besoin d'entendre ce type de message en ce moment. C'est hyper important. Ça permet aussi la visibilité de cette interview. Ça aussi, c'est important parce qu'il faut venir être interviewé, il faut répondre face à tout le monde et ben, c'est du courage, je trouve. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette participation à ce projet d'interview sans WeFam. Et puis, je vous invite à acheter un œil aussi à toutes les vidéos qui existent déjà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview sur la chaîne Bénédicte au cœur de soi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Emeline. Emeline, pardon. Au Au revoir, revoir. Merci. au revoir.